Donc sans vous attendre, je vais laisser la parole à Aude Robert, Dumas. Mes chers camarades, avant de m'employer sur le sujet du jour, le réveil des nations, je prends quelques secondes pour saluer et remercier les organisateurs de ce meeting. Remarquable journée qui nous permettent de vivre, leur persévérance, leur sérénité et leur volonté, la meilleure preuve que quand on veut, on peut, et vous aussi vous en êtes la preuve. Je tiens également à saluer tous nos camarades des délégations étrangères, des délégations européennes, qui par leur présence manifestent, comme vous tous ici, l'attachement à l'édification de la grande Europe que nous appelons de nos voeux. Je tiens enfin à vous saluer tous, militants, mes camarades du MAS, mais tous ceux des autres organisations, les électrons libres, les éloignés. Vous avez tous fait pas mal de chemin pour être ici et trouver, je l'espère, de l'énergie pour poursuivre notre combat. Alors, lorsque Logan m'a téléphoné et qu'il m'a donné un petit peu le thème de la journée, le thème du meeting, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir et pour me dire, voilà, qu'est-ce que c'est que le réveil des nations? Alors j'ai pris un peu de champ et j'ai regardé un peu ce qui, dans l'actualité européenne, d'un grand nombre de pays qui nous environnent, pouvait montrer et démontrer ce réveil. Deux choses ressortent de cette petite analyse synthétique. La première, c'est qu'effectivement, sur le plan électoral, c'est indéniable. Alors, nonobstant la grande variété des groupes militants, leurs différences idéologiques, leurs inimitiés, on l'a vu au Parlement européen, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour faire un seul groupe, mais si on enlève ça, on voit effectivement que un peu partout en Europe, les mouvements nationaux, nationalistes, patriotes, identitaires, enracinés, marquent des points. Ça, c'est une première chose. Il faut s'en féliciter. C'est, dans l'appareillage électoral, quelque chose de plutôt positif. Autre fait notable, celui de l'explosion, on peut en parler comme ça, de l'abstention à toutes ces élections, qu'elles se fassent en France, on l'a bien vu pour les européennes, mais aussi ailleurs en Europe, ce qui est une marque de défi, de déni du système qu'on dit démocratique, et on peut mettre 25 guillemets de chaque côté. Mais, plus que tout ça, et c'est surtout ce qui a retenu mon attention, c'est un phénomène, ou une série de phénomènes que l'on peut observer un petit peu partout, que j'ai appelé l'insurrection tranquille des peuples. C'est une sorte de protestation populaire, diffuse, multiforme, mais profonde et de grande ampleur, bien plus grande que ce que l'on croit. Des initiatives locales, prises souvent sous la violente contrainte du système économique, germent un peu partout en France et en Europe. On a tendance d'ailleurs à les sous-estimer un petit peu dans nos milieux, on va en reparler tout à l'heure. On est des militants, nous sommes des militants engagés, parfois même enragés, parce que tout le système est contre nous, il faut un peu de rage pour tenir. Et on a très souvent cette façon de penser qui est de dire, voilà, nous on défend le peuple, mais on défend un peuple apathique, on défend un peuple lobotomisé, on a ce terme, moutonnier, consumériste. On va parfois très loin, parce que parfois on rejette tous nos insuccès sur cette apathie du peuple, en disant bah, c'est de leur faute, ils ne comprennent pas, on a beau travailler, ça ne fonctionne pas, parce qu'ils ne nous suivent pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils n'y comprennent rien, ils sont aveugles. Je trouve ça assez pratique, mais pas tout à fait vrai. On commet, je crois, une lourde erreur d'appréciation. La vérité, c'est que les peuples européens, malgré le rouleau compresseur de la société de consommation, malgré le matraquage financier et fiscal, ont su préserver, à mon humble avis, une forme d'intelligence instinctive. Quelque chose qui n'est pas mort. Ils se rendent lentement compte, c'est vrai que c'est lent, qu'ils n'ont plus forcément besoin de l'oligarchie politico-financière pour vivre et pour s'organiser. Face à des structures étatiques, et on la connaît, la nôtre est probablement l'une des plus guignolesques en Europe, face à des structures étatiques qui sont en complicité d'impuissance volontaire, qui sont à la solde du système bancaire, et qui sont dirigées, comme disait, ça va vous faire rire, je vais citer Karl Marx,
mais comme disait Marx, par des fondés de pouvoir du capital. Eh bien, les peuples, dans leur souffrance, trouvent une forme d'énergie, de ressources, pour organiser des ripostes, effectivement, diffuses, diverses, mais réelles. On va en parler. Et c'est pour cette raison que je pense que plus qu'un réveil des nations, on assiste à un réveil des peuples. La crise économique a généré un véritable bouleversement de nos structures sociales, et même de la répartition de nos populations. Qu'est-ce que l'on voit dans nos grandes villes, à Paris, puisqu'on est tout près de cet énorme bubon? Qu'est-ce qu'on voit? Des bobos, des nantis, des gens qui ont les moyens d'y vivre d'ailleurs. Et puis une petite partie du peuple français qui est encore présente, qui s'accroche et qui souffre. En périphérie, nos amis primo-arrivants. Et puis plus loin, rejetés sans arrêt plus loin, les petits blancs, les ascendants du scooteriste de l'Élysée. Ceux-là vivent loin des cités high-tech, loin des rassemblements mondialisés que sont devenus les grandes métropoles. Ce sont les victimes de la crise. Ce sont ceux qui ont quitté les grandes banlieues desquelles ils ont été délogés par leur grand emplacement ethnique. Ce grand exode, massif et silencieux, parce que c'est vraiment un exode, est une véritable révolution sur le plan sociologique pour nous. Elle appelle notre attention. Si vous avez été un peu perspicace sur l'affaire des élections européennes, vous avez pu remarquer que les gens qui ont voté Front National ont voté en masse dans des régions où avant, peu importe ce qu'on pense de ce parti, où avant, c'était une terre de mission. J'habite dans l'ouest de la France. Front National, entre 2 et 8%. Dans mon bled, on aurait pu mettre une raquette de tennis avec Front National, il y a eu 35% des votes. Ça, c'est un signe qui n'est pas neutre. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Quelque chose qu'il nous faut noter. Pourquoi? Parce que si on ne voit pas ce changement, si on ne voit pas ce qui est en train de se passer, on passe à côté d'un levier de combat. Ne pas s'engager dans ce processus de transformation aux côtés de nos compatriotes, c'est manquer d'esprit révolutionnaire, je crois, et surtout, on passe à côté d'une occasion historique de diffuser nos idées. On a l'habitude de penser qu'on est en quelque sorte les détenteurs légitimes de la révolte des paroles, la révolte des actes. Mais, comme disait feu Dominique Vénère, l'histoire est une grande surprise, et une fois de plus, je crois que l'histoire nous surprend. On a vu les bonnets rouges, on voit les coopératives ouvrières, on voit des paysans qui s'organisent tout seuls pour vendre leur production, on voit des localistes, des écologistes, des groupes anticonsuméristes, des croissants. On voit apparaître toute cette frange du peuple qui réagit, politiquement ou pas, ça n'est pas le problème, de notre bord ou pas, ça n'est pas le problème, on peut constater ce phénomène, qui réagit et qui forge des outils de contre-pouvoir. J'irais même jusqu'à dire que les ZAD, vous savez, on en parle tout le temps, les zones à défendre, font partie en quelque sorte de ce mouvement. Soyons bien d'accord, je n'ai aucune sympathie pour les clowns à dreadlocks qui dansent devant les forces de l'ordre. Mais je crois que j'ai encore moins de sympathie pour les forces du désordre que représentent les forces de l'ordre. Et donc, en tout cas, en lieu et place de ces guignols dans les ZAD, on aurait peut-être dû y être, nous. Parce que qui sont les premiers défenseurs de la terre? Qui sont les premiers défenseurs de leur terre? Qui sont les premiers défenseurs des racines qui fondent notre identité? Nous, pas eux, pas les guignols à dreadlocks, de toute façon ils voyagent en permanence, ils sont là, ils reviennent par là-bas. Pour eux c'est un jeu, pour nous non. Je crois à la vérité qu'on passe pas mal de temps à dénoncer et peut-être pas assez à analyser et construire. Et quand nous le faisons, on n'est pas tout le temps suivi. Il y a des gens sérieux à l'ultra-gauche qui ont fait des constats assez clairs sur ce que le système est en train de produire. Ils se sont mis en route, ils ont donné des ordres, et ils sont là, ils commencent à occuper le terrain. Eux, ils veulent le chaos. Ils ont toujours voulu ça. Nous, on veut un ordre nouveau. C'est ce qui va nous différencier jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous empêchera probablement de penser la même chose à la fin. Mais sur certains points, leurs analyses sont justes. Et notamment sur la désignation de l'ennemi. Ces derniers temps, vous l'avez vu à la télévision, enfin c'est immanquable sur Facebook ou ailleurs, on nous abreuve de ces gamins barbus, convertis, sanguinaires, on s'étonne, ah tiens, il est normand, qu'est-ce qui lui est arrivé, tiens, lui, il est de la banlieue de machin, etc. Faux ingénus, vrai faux cul, hein, les médias font semblant de ne pas voir ce qui s'est passé depuis 40 ans, où on a
on a dénigré l'histoire de France, on a dénigré le génie français, on a insulté notre peuple, et les gamins, ils ne sont pas devenus ce qu'on espérait, c'est-à-dire de gentils consommateurs mondialisés. Non, ils sont allés voir le seul truc qui était vertical entre les tours des banlieues, l'imam. Et ils finissent là-bas. Et nous, on s'étonne. Je ne crois pas à cette jolie histoire poussée par le pouvoir de l'islam qui serait l'ennemi absolu. Non, je n'y crois pas. Je crois que c'est un instrument, et un des instruments majeurs de l'oligarchie, ça c'est sûr, pour nous détruire, ça c'est certain, pour nous remplacer, pour détruire l'ensemble des peuples européens, avec la violence économique, avec le remplacement de population. Ce sont les armes de ceux qui nous dirigent, encore aujourd'hui. Qui est l'ennemi donc? Notre ennemi, il est à peu près, depuis le milieu du XIXe siècle, assez finement identifié, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de visage. Il s'appelle Jean-Claude Juncker, il s'appelle Macron. Beau paradoxe que ce ministre issu de Rothschild, ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste, on arrive vraiment à des choses extraordinaires au temps de la confusion. C'est grandiose. Il s'appelle Rothschild, il s'appelle Lehman Brothers, il s'appelle FMI, il s'appelle Banque Centrale Européenne, il s'appelle comme vous voulez. Ils sont interchangeables. On coupe la tête, il y en a un qui arrive. Pardon? L'islam. L'islam est un outil, monsieur. C'est un outil de ces gens-là. Ne l'oubliez pas. On ne peut pas taper que sur les finalités, il faut aussi taper sur les causes. Un groupe de musulmans, s'ils arrivent à construire une mosquée, c'est parce qu'on leur a donné le droit et qu'un banquier a signé le prêt. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de collabos. Il y a toute une chaîne de collabos au pouvoir dans la banque et dans les associations qui sont prêtes à laisser leur place. Pas nous, pas nous. C'est pour ça qu'on est là. Nous, on ne laissera pas un millimètre de terrain. En tout cas, on essaie. Ça n'a aucune importance, le nom des gens qui dirigent ce système oligarchique. On va l'appeler le néolibéralisme, on l'appellera l'oligarchie, l'oligocratie, comme on veut. C'est le pire de nos ennemis. C'est le plus subtil, le plus intelligent, le plus acharné. Il bosse jour et nuit. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne font pas très attention à cet ennemi-là. Il est souvent mésestimé, alors qu'il a une très très grande capacité de destruction. Il se manifeste pourtant à l'échelle européenne, dans tous les gouvernements, par tous les pouvoirs, dans toutes les sphères médiatiques et politiques. Ce qu'il est en train de mettre en place, c'est un autoritarisme libéral qui se globalise à l'échelle planétaire. C'est une offensive incessante, multiforme, qui a généré cette espèce de nouvelle aristocratie apatride. Vous savez, ils se ressemblent tous, ils voyagent sur la planète, ils se connaissent bien d'ailleurs, ils se cooptent. On dirige les marchés, on dirige la mode, on dirige les médias, on dirige l'économie, on pousse les plus bêtes de la classe à faire de la politique. Vous savez, la grande blague à Harvard, chez les Boden School, desquelles sortent la plupart des présidents américains, c'est de dire que le président des États-Unis, c'est le plus con de la classe. Les vrais et les intelligents restent derrière pour gérer le pays. Cette hyperclasse utilise son influence excessive pour s'enrichir à notre détriment, s'enrichir au détriment de l'économie réelle et s'enrichir au détriment des peuples. Elle est antinationale. Toutes ses allégeances sont atlantistes, sionistes, pétromonarchistes, tout ce que vous voulez, mais on voit très bien d'où ça vient. Cette hyperclasse déteste la nation, elle déteste les peuples, et elle a un seul but, nous détruire, nous asservir. Elle est en guerre totale contre nous. C'est une guerre idéologique, psychologique, sécuritaire, financière. Soutenue par les médias, là, il n'y a plus besoin d'en faire la démonstration. Nos camarades de Polémia, chaque année, remettent des prix qui suffisent à montrer que l'on n'est absolument plus dans un travail journalistique, mais dans un travail de propagande. Quel est l'objectif de ces braves gens ? Enrichir les riches, appauvrir les pauvres, au mépris de notre souveraineté, de la souveraineté des États, de la souveraineté des peuples. Elle relance, cette offensive libérale, la guerre des classes. Oui, elle la relance, le fort au faible, à l'échelle mondiale. Cette guerre peut devenir un conflit, Syrie, Irak, Palestine, etc. Et au besoin, elle est légitimée par les attentats du 11 septembre, et elle se légitime aussi par la menace terroriste, de laquelle nous devrions tous être les ennemis, parce que c'est ce qui est le plus important. Voilà, pendant qu'on se fait peur à regarder les barbus, il y a des lois qui passent tous les jours et qui nous tuent aussi.
Ça va très loin, ça va même jusqu'au point où quand nous disons non par le référendum, on l'a vu en France, en Irlande, on dit non à l'Union européenne sur certaines de ses évolutions, c'est pas grave, hein. 6 mois après on fait un vote parlementaire pour dire oui. C'est-à-dire qu'on écrase la volonté populaire. On écrase la volonté des gens et on va jusque dans leur esprit pour travailler les consciences à travers les médias, à travers la tension qui est générée dans l'espace social, à travers les implications qu'on trouve dans l'éducation nationale. Nos enfants, dès le départ, hein, il faut aimer tout le monde, il y a le monstre fasciste et les gentils démocrates. On met en place des structures pour miner toute idée de souveraineté, de patrie, toute idée d'identité. Et si ça ne suffit pas, eh bien on fait appel à tous ceux qui habitent pas très loin d'ici d'ailleurs, ce que je nomme les sauvages du capital, qui sont les troupes de combat du capitalisme sauvage, à savoir toute cette racaille qui, dès que des gens manifestent, dès que des gens s'opposent, sont envoyés pour détrousser tout le monde, pour exploser tout le monde, pour le plus grand bien de ceux qui gardent notre argent. Ils suscitent le chaos, ils suppriment nos libertés. Souveraineté économique, souveraineté commerciale, souveraineté industrielle détruite. Les dirigeants politiques européens, aujourd'hui, dilapident nos ressources et dilapident notre patrimoine au seul profit des marchés. C'est pourquoi il est vraiment très important de ne pas tomber dans les pièges que nous tend le système médiatique et qui peuvent être aussi des pièges stato-nationaux. Si nous nous défendons seuls, chaque pays se défendant seul, on mourra seul. Il y a une nécessité de joindre nos forces au plan européen. Il y a une nécessité de faire bloc, de construire un bloc de taille suffisante pour offrir une alternative crédible. C'est très difficile, mais il faut y arriver. Les deux grandes stratégies qu'on a vues au 19e et au 20e siècle ont montré leurs limites. S'opposer frontalement au système, ça a fait des martyrs, mais ça n'a pas fait beaucoup avancer nos affaires. La stratégie dialectique, l'élection, est une arme. Mais quand on joue avec les règles de l'ennemi, il ne faut pas s'attendre à gagner. Ce qu'il nous reste, dans un système qui est techniquement victorieux, ce qu'il nous reste, c'est de ne pas faire ce qu'il nous demande. Il faudrait qu'on soit les bons petits soldats qu'on voit dans les reportages, qu'on fasse ce qu'on nous demande, qu'on soit les grands méchants, qu'on grogne, qu'on ait des propos bêtement xénophobes, conservateurs, etc., etc. Comme ça, le dogme est validé, voilà les méchants estampillés par le système, regardez-les, c'est ça la menace, et on continue à vous protéger contre cette menace. Est-ce qu'on va continuer longtemps à servir d'alibi à ce système? Ou est-ce qu'on va préférer proposer une alternative politique totale, en opposition résolue avec le système? Nos camarades grecs, italiens, et espagnols, beaucoup d'initiatives naissent en Europe, je pense aussi à nos camarades allemands, nous montrent des pistes à suivre. Ils nous montrent que fonder, coordonner, propager des initiatives, et propager des initiatives réalistes et innovantes peut fonctionner. À nous d'encourager la reprise de souveraineté populaire, parce que c'est de ça qu'on parle. À nous d'aider les peuples à s'émanciper. À nous d'aider le peuple à sortir du capitalisme cannibale. Cela impose certains sacrifices, comme de sortir de notre ghetto. Ghetto douillet, on est bien de temps en temps ensemble. D'ailleurs, on est bien ce soir, il faut être honnête. Il faut reprendre langue avec nos concitoyens, il faut reprendre langue avec nos voisins. Aujourd'hui, qui nous connaît, qui nous entend? Il faut qu'on se remette en mouvement. Pour l'instant, ce sont eux qui parlent à notre place, qui nous désignent et qui nous nomment. À nous de parler. Il faut quitter nos positions passives. Arrêter de contester pour nous projeter dans le combat. Pas de nostalgie, mais de la volonté. Volonté d'incarner une radicalité dynamique, volonté de créer et de construire. Tout est nôtre, tout est à reprendre. Coller des affiches, c'est nécessaire, c'est très bien, mais c'est de l'information. L'action exige qu'on prenne part à tout ce qui s'organise autour de nous. Ça se fera avec nous ou sans nous, hein. On ne nous attend absolument pas. On ne doit s'interdire aucun domaine. Le social, l'écologie, l'action syndicale, l'action associative, l'éducation, la culture, l'art, c'est à nous. Aucune forme de lutte ne doit être proscrite, y compris celle qui passe par la force et la violence. Pas de souci. Face à ce système, on doit bâtir un maillage organique.
On doit travailler à sortir nos compatriotes des prisons dans lesquelles ils se sont enfermés tout seuls. Il faut réinvestir le microcrédit, les banques solidaires, il faut travailler sur les sociétés d'entraide mutuelle, il faut mailler le territoire d'un espace social qui serait nôtre. Il faut être coopératif, il faut être solidariste. Il faut retrouver de l'autonomie par rapport au système. Les mouvements militants, ça ne doit plus être des réceptacles de contestation, mais de véritables bases de lancement, de projets concrets, ancrés dans le réel. Pas nécessaire de voir grand quand vous sortez de chez vous, il y a des initiatives un peu partout. Cohérez-vous aux associations, cohérez-vous aux groupements de citoyens à droite, à gauche, pour un jardin botanique, n'importe quoi, allez-y, pas forcément avec des drapeaux, mais simplement en disant, voilà, bonjour, tiens, tac, je participe à votre affaire, ça fonctionne. Et puis, ensuite, on commence à délivrer notre discours. Le meilleur terrain de notre combat, c'est le quotidien. Au mouvement d'action sociale, ça fait quelques temps, modestement, quelques années, qu'on a mis en place ce type d'initiative. On a tenté de réaliser des projets variés. On en a réussi certains, mais il reste un travail énorme. C'est pourquoi il faut qu'on s'y mette tous. Nos compétences croisées, notre volonté feront le reste. Et puisque ce monde est politique, on doit avoir sur le monde le même regard que ce que je viens de vous dire. Une attitude intransigeante, ferme, mais constructive. Opposer, proposer, agir. Voilà le mot d'ordre. Sur le plan migratoire, évidemment qu'il faut s'opposer à la violence halogène. Mais l'idée de remigration, qui est portée par plusieurs mouvements en France, est excellente. Évidemment, il faut travailler en partenariat avec les pays d'origine des migrants et les faire rentrer chez eux. C'est excellent. Voilà une idée qui est un vrai contre-pied. Sur le plan international, on doit plus que jamais défendre une tierce position, une troisième voie, la nôtre, fermement européenne. L'Europe n'est ni à prendre, ni à vendre. Ce n'est pas un objet de convoitise, c'est notre terre. C'est tout ce que nous avons. Nous devons lever les étendards de la révolte, appeler à une colère légitime du peuple, faire souffler de nouveau le vent de l'histoire. Nous le devons. Dominique Vénère nous l'a dit, et c'est aussi un mot d'ordre. Nous devons agir dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes. On les oublie, elles sont sinistrées. Nous devons agir en France, nous devons agir en Europe. Nous n'avons pas le choix. La guerre qui est la nôtre est décisive à tous les titres. Et elle nous verra soit triompher, soit tout simplement disparaître en tant que civilisation, en tant que culture, en tant que peuple, en tant que race. Alors, je vous invite, engageons-nous dans une grande insurrection, travaillons. Et parce qu'il n'y a pas de fatalité, mais toujours de la volonté, nous serons les bâtisseurs d'un ordre nouveau. Demain nous appartient. Merci.